Comment ne pas, dans un univers, donc la fac, où eh bien c'est bon, institutionnellement, pour pouvoir apprendre à travailler, pour travailler, il va falloir que vous arriviez à vous prendre en charge, et notamment prendre en charge votre temps d'étudiant. Eh bien et ce qui est intéressant, c'est à la fois de voir comment cette question de l'autonomie se retourne. Alors c'est le défi principal. C'est le défi principal pour les jeunes étudiants de classe populaire. Et en gros, tous ceux qui vont échouer, ce sont ceux qui ne vont pas réussir à régler cette question en fait de l'organisation et de son temps et de son rapport au travail. La spécificité aussi, c'est que l'institution n'aide absolument pas en fait à gérer cette question-là pour les jeunes étudiants de classe populaire et banlieusards. Je parle en connaissance de cause, hein, j'enseigne à Paris 8, donc je vois bien comment tout ça se passe. Et donc, en termes d'accompagnement pédagogique et institutionnel, la fac, il y a quand même une sorte de grand vide qui pose problème. Alors, ce qui est intéressant, et je vais juste prendre cet exemple-là pour quand même avoir le temps de balayer les différentes voies, mais alors, ce qui est intéressant, c'est que je vais prendre le cas, donc un cas précis, là, le cas des garçons qui sont en fac de banlieue, et donc pas dans les universités parisiennes. Parce que, en fait, ce sont ceux qui ont le plus de chances enfin, qui cumulent le plus de facteurs pour échouer, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que, en fait, arrivé à la fac, le rapport à l'école entre les garçons et les filles, entre les lycéens et les lycéennes n'est pas du tout le même. Pour aller très très vite, en gros, pour des raisons genrées, les lycéennes sont plus des bonnes élèves, entre guillemets, qui ont un chemin moins important à faire que les garçons. Alors, de manière générale, il peut toujours avoir des petites exceptions, mais par rapport aux attentes implicites de l'institution. Donc les garçons sont un peu plus éloignés, donc ils ont un chemin un peu plus grand à faire. Et puis le risque de la fac de banlieue, c'est l'université de proximité. Le risque, c'est la proximité. En fait, c'est que vous êtes près du quartier, et donc vous avez en permanence le risque que, en gros, le temps du quartier vienne concurrencer le temps de la fac. Et notamment quand vous êtes un garçon, puisque vous êtes beaucoup plus tenu que les filles par les logiques de qui vous êtes sur l'espace public, etc., etc. Et donc vous êtes beaucoup plus tenté, quoi, pour le dire très rapidement, de vous astreindre, de pas vous astreindre justement à ce qu'il faudrait faire pour être un étudiant. Alors, ce qui est intéressant, de voir comment les garçons qui ont réussi à passer l'étape de la licence, qui est une étape fondamentale, ont fait. Alors, un des éléments principaux, c'est ce que j'appelle le collectif d'alliés. Alors, c'est quoi le collectif d'alliés ? Ça va permettre d'illustrer ce que je vous disais sur trouver sa place et le lien en fait entre, en gros, questions sociologiques et questions pédagogiques. Alors le collectif d'alliés, c'est quoi ? C'est la rencontre entre des inconnus similaires. Alors c'est quoi des inconnus similaires ? Comme son nom l'indique, ce sont des inconnus, c'est-à-dire que ce sont des jeunes garçons qui vont se rencontrer à la fac, mais qui ne se connaissaient pas auparavant. Donc en fait, et ça c'est tout à fait particulier, c'est-à-dire qu'on se rencontre sur les bancs, sur les chaises capitonnées de l'amphi. Vous avez des belles chaises, hein, je dois avouer. Je suis jaloux, on n'a pas les mêmes à Paris 8. Donc, c'est-à-dire que vous vous rencontrez par et pour les études. Donc, en fait, vous vous rencontrez avec un objectif commun. Et en même temps, similaire, c'est-à-dire que ce sont des collectifs, en fait, où les garçons se mettent ensemble, parce que très très vite, ils se reconnaissent, hein, comme le dit Roy, très vite on s'est repéré. Alors très vite, ça veut dire quoi ? C'est en 2-3 jours. En 2-3 jours, on se met ensemble et on reste ensemble. Pourquoi ? Parce que très très vite, on sait, on sent qu'on partage en fait une histoire commune, en fait une condition commune. Donc ce sont
des garçons de cité, de quartier, qui ont les mêmes types de trajectoires sociales, qui se retrouvent sur le banc de la fac, mais qui se retrouvent, comme je le disais tout à l'heure, par et pour les études. En quoi ça peut aider dans le contexte de l'université pour s'accrocher aux études? Plein de choses en fait. C'est-à-dire que ça permet de remplacer un petit peu ce que je disais tout à l'heure, cette espèce de vide institutionnel qui est parfois structurel à la fac. Je vais prendre quelques exemples. Je vais prendre un exemple. Vous êtes dans un amphi, et puis vous avez un prof qui vous parle de praxéologie. Bon. Praxéologie. Si vous êtes tout seul, que déjà vous ne vous sentez pas très bien là où vous êtes, parce que vous n'avez pas tout compris, etc. Et puis vous avez ce mot-là, la praxéologie, je ne sais pas ce que c'est, j'ai jamais entendu ce mot-là. Puis vous regardez autour de vous, puis vous voyez tout le monde qui note, etc. Tout le monde a l'air d'avoir bien compris. Alors ça, c'est un truc très propre au système scolaire français. 10 minutes, ok. J'abrège la... Alors praxéologie, c'est-à-dire, en gros, si vous êtes tout seul, vous allez faire face à votre nullité intellectuelle et individuelle. Si vous êtes à plusieurs et vous regardez et vous commencez à rigoler parce que c'est quoi ce mot, je ne connais pas, j'ai jamais entendu parler, vous allez mettre à distance quelque chose qui peut être vécu très durement, par le rire ou par la connivence, etc. Et puis, en même temps, vous êtes là, vous êtes en train de prendre des notes, vous avez envie d'être un étudiant fondamentalement, et vous avez envie de travailler. Et vous allez, par exemple, si je prends cet exemple-là, qui revient d'une observation, vous allez regarder un petit peu après à la BU, etc., chercher sur Wikipédia ou sur votre téléphone, c'est quoi praxéologie ? Bon, là, vous avez un lien très concret entre pratique sociale et pratique scolaire. Bon, je pourrais développer très, très longtemps, mais je ne le fais pas parce que j'ai que 10 minutes. Donc ça, c'est un exemple sur la voie normale. Alors, je voudrais insister, ce qui est très ambivalent à la fac, parce que aussi, c'est devenu une sorte de sport national de taper sur l'université française. Alors, ce qui est intéressant, sur les jeunes des quartiers populaires, c'est de faire le distinguo entre la licence et le master. C'est-à-dire que autant la licence, c'est le coup près, c'est le moment où il y a véritablement, du dégât et de la perte. Autant, et c'est ce qu'on voit bien dans le livre, c'est-à-dire que les jeunes qui arrivent à passer cet écueil-là et qui arrivent au niveau master vivent plutôt très bien leur scolarité en master, même si parfois ils peuvent être amenés à faire de master ou à redoubler une année ou à faire une réorientation. Mais il y a tellement de choses qui ont été réglées à travers l'épreuve de la licence que la poursuite de scolarité en master est plutôt heureuse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en comparant par rapport notamment à la voie royale, plutôt presque plus heureuse que dans les filières élitistes. Alors, j'aurais pas le temps d'expliquer pourquoi, mais donc là aussi, il y a quelque chose qui est intéressant par rapport à l'université. Alors pour aller très vite, sur la voie médiane en 2 mots et la voie royale en 2 mots. Sur la voie médiane, d'une certaine manière, la configuration la plus favorable, il n'est pas étonnant que ce soit la plus demandée finalement à la fois par les élèves et parce qu'ils sont poussés par les profs, c'est en gros l'IUT de banlieue, pour aller un petit peu vite. Pourquoi ? Parce que l'IUT de banlieue, synthétise un petit peu toutes les propriétés qui font que vous êtes un peu entre vous, mais pas complètement entre vous. Vous êtes loin du domicile, mais pas trop loin du domicile. Vous êtes encadré, etc. Et là, il y a quelque chose de tout à fait, propice en fait à l'activation de la réussite. Et alors là encore, je fais beaucoup d'effets d'annonce, mais l'activation de toutes les ressources cachées que les enfants des classes populaires disposent à travers leur histoire familiale pour réussir dans les études. Alors ça aussi, c'est intéressant, parce qu'on a très souvent l'impression que, en gros, dans les familles populaires, il n'y a pas d'atout pour pouvoir réussir dans les études supérieures. En fait, c'est faux. Il y a énormément de ce qu'on pourrait appeler des petits capitaux, sauf que c'est pas possible de les saisir dans une enquête sociologique ou dans une enquête tout court si vous avez une enquête avec une focale temporelle trop courte. Puisque, comme ce sont des petits capitaux, ils mettent un temps extrêmement long à être activés et à être rentables. Par contre, quand vous faites une étude longitudinale, vous pouvez voir à quel point, en fait, un certain nombre d'éléments ont vraiment
vraiment pu être décisif et compter dans des trajectoires de réussite, mais il a fallu le temps qu'il soit rentabilisé, qu'il mûrisse, etc. etc. Alors je passe sur la voie médiane, puisqu'il me reste 3 minutes top chrono, et je vais vers la 5. Sur la voie royale, alors les filières... Alors oui, après, la difficulté sur la voie médiane, c'est l'appétit vient en mangeant, vous le savez, en général. Et donc, on visait petit, mais quand on est diplômé, on commence à vouloir viser grand. Et là, il y a d'autres questions qui vont se poser, qui se posent plus, et c'est pas la même question qui se pose pour ceux qui sont à la fac, quoi. Et donc, la voie royale, donc les filières élitistes. Bon, alors là, en 4 minutes, j'aurais pas le temps parce que, bon, évidemment, être dans une école privée de design ou être à Sciences Po ou en classe prépa, c'est pas du tout la même expérience. Et bon, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous sentez que la question de trouver sa place, pas trouver sa place, se joue de manière différente. Mais je vais prendre un exemple, peut-être pour illustrer, et je vais prendre l'exemple de Sciences Po. Voilà, puisque Sciences Po, on en parle souvent, et Sciences Po parle souvent d'elle-même, tel Alain Delon, à la 3e personne. Et donc, parlons de Sciences Po et des choses que on ne dit pas toujours non plus à Sciences Po, ou peut-être pas assez. Là encore, je le dis très sereinement, j'enseigne aussi un petit peu à Sciences Po. Et là, ça fait partie de ces surprises. Je voulais parler de ces surprises et de ces surprises, qui m'ont... bon, surpris, ok, d'accord, c'est une surprise, mais surprise négative, voilà. Je prends l'exemple de Sarah, qui rentre à Sciences Po, par les conventions CEP, donc convention éducation prioritaire, etc., et qui est une élève, voilà, excellente, bac, mention bien, elle rate la mention très bien, à quelques points, parce qu'elle a eu une très mauvaise note en maths, 9, alors très mauvaise note en maths, 9, par rapport à beaucoup de ses copains, il y a beaucoup de ses camarades qui auraient aimé avoir 9 en maths le jour du bac, donc voilà, pour moi c'est quelqu'un qui... Voilà, il n'y aura pas de souci à Sciences Po. Et qu'est-ce qu'elle fait comme expérience à Sciences Po ? Eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'expérience de pas du tout être à sa place. C'est une expérience extrêmement violente. Et quand je dis ça, je pèse mes mots. C'est-à-dire que si vous suivez dans le livre la trajectoire de Sarah, vous pouvez percevoir en fait comment aussi la violence sociale, en fait, la violence institutionnelle agit sur les individus. Et ce qui est d'ailleurs extrêmement violent pour Sarah, c'est le fait que finalement tout lui dit qu'elle a réussi jusqu'à présent. Et en plus, c'est même plus que ça, c'est-à-dire qu'elle a un mandat de réussite de la part de sa famille et même du quartier. Alors là, j'insiste parce que, dans les visions un petit peu déréalisantes et fixistes, on a l'impression aussi que, par exemple, les jeunes de banlieue ne veulent pas étudier, etc. Par exemple, ce qui est très intéressant de voir, c'est que Sarah, elle représente les jeunes du quartier qui, n'étudient pas, même qui tiennent les murs ou qui font du deal, etc. Et elle ne cache pas qu'elle va à Sciences Po, et les petits dealers sont extrêmement contents que Sarah, une fille du quartier, soit à Sciences Po, parce que Sciences Po, ça incarne la réussite aussi pour ces jeunes-là. Et donc, elle a, d'une certaine manière, elle vit avec le poids de tout ça. Et puis, qu'est-ce qu'elle vit à Sciences Po ? Eh bien, elle vit le fait qu'elle est complètement en désajustement par rapport à ce nouvel environnement qui est censé être, l'Eldorado à la fois scolaire et social, qu'elle se sent extrêmement mal, non seulement à Sciences Po, mais dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, etc. Donc, il y a toute, la puissance, en fait, de l'ordre social qui s'abat sur elle, et elle vit quelque chose qu'elle n'est pas censée vivre. Elle est censée être en train de réussir, elle est censée être la fille la plus heureuse de la cité, et finalement, dès qu'elle est à Sciences Po, elle est extrêmement malheureuse, on peut le dire comme ça, c'est-à-dire elle rentre le soir, elle pleure, etc. Très souvent, et plus d'une fois, elle se demande si elle ne va pas abandonner les études, et ça c'est quelque chose de très récurrent, c'est-à-dire que les élèves de convention éducation prioritaire vivent toujours très difficilement leur premier mois dans ces établissements, voire la première année. Alors, avec, je pense, là, un grand malentendu, j'essaierai de terminer là-dessus, comme ça fera la boucle, c'est-à-dire que par l'institution, c'est vécu comme du désajustement scolaire. Bah oui, ils vivent pas très bien leurs études parce qu'en fait, en gros, c'est des étudiants, des jeunes de banlieue, et bon, on les a recrutés en sachant qu'ils étaient moins bons.
C'est pas une question académique et scolaire, c'est une question sociale. C'est-à-dire que ces jeunes vivent extrêmement mal leur début de scolarité parce qu'en fait, ils sont en minorité et infériorisés et ils n'arrivent tout simplement pas à trouver leur marque. Et donc c'est une question d'ajustement social beaucoup plus que d'ajustement scolaire. Alors l'intérêt de regarder les choses dans le temps long, c'est de voir aussi comment Sarah va progressivement passer ces épreuves-là, et puis se saisir aussi de sa scolarité et de Sciences Po, et d'en faire une ressource, etc., et de voir comment les choses peuvent se retourner. Alors, un dernier point, et puis après je m'arrêterai sur ce dernier point, mais d'une manière plus générale, en fait, dans mon bouquin, il y a tout un propos aussi sur la question de la mobilité sociale et en fait, en gros, la question de l'identité. Hein, vous savez qu'on nous bassine depuis aussi une quinzaine d'années de l'identité, la question de l'identité nationale, etc. Alors, quelque chose qui est, à mon sens, complètement à la fois, évidemment problématique idéologiquement, mais en fait complètement dénué de tout fondement empirique. En fait, dans le livre, non seulement on voit qu'il y a les questions essentielles, ce ne sont pas des questions d'identité, mais des questions d'identification, des identifications qui sont toujours plastiques et temporelles, et que la question qui est la question, politique de la méritocratie, de la traversée en gros des frontières sociales, on ne peut pas la penser en termes de questions d'identité. Et moi, ce que je montre dans le livre, c'est que pour comprendre ces trajectoires d'ascension, faut passer par un autre schéma, c'est ce que j'appelle le cheval à bascule, et de comprendre comment en fait ces jeunes apprennent à basculer. Alors je l'annonce comme ça, mais comme ça je termine sur la théorie, ça fait bien, ça fait savant. Donc le cheval à bascule, hein, derrière ça il y a plusieurs principes, et 4 principes. Hein. Le principe de coupure, le principe de reconnaissance, le principe de singularisation et le principe de continuité biographique. Et ce sont des choses qui permettent, me semble-t-il, de penser plus sereinement les questions notamment de rapport à la nation. Voilà, merci. Merci beaucoup, Fabien. Il nous reste une dizaine de minutes pour prendre quelques questions. En vous écoutant, j'ai pas l'impression que ça soit tellement différent pour les jeunes de banlieue que les jeunes dans les zones rurales, finalement. Parce qu'on soit au fin fond de la Lozère, qu'on n'ait pas forcément d'environnement intellectuels, sociaux différents. Est-ce que pour vous, il y a une vraie différence, ou est-ce qu'il y a une vraie problématique spécifique à la jeunesse de banlieue? À vous entendre, j'ai pas entendu, à mon sens, de grandes différences. Je réponds. Est-ce qu'on prend une ou deux questions ou Je sais pas, je réponds tout de suite peut-être, comme ça c'est plus... Ouais. Alors... Ok, bon, très bien. Oui, merci pour la question, et très bonne question. Et je vais dire oui et non, en fait. Et c'est pas pour faire une réponse de Normand. Excusez-moi de la référence. Parce qu'en fait, et c'est le cœur de mon livre, c'est-à-dire que mon livre, c'est pas un livre de type culturaliste qui vise à dire, voilà, tu vois, dans la banlieue, c'est comme ça. Et ça, justement, c'est à la fin du bouquin où je commence à adresser des pistes politiques. Ça, pour moi, c'est l'erreur, en fait, de la plupart des programmes d'ouverture sociale actuellement, c'est le schéma de la diversité, en fait, mais le schéma de la diversité, c'est encore eux et nous. Et de fait, je pense que dans le livre, je pose un certain nombre de questions qui traversent, en fait, qui sont des questions plus anthropologiques et qui traversent différents corps sociaux, sur la question du rapport au temps, sur la question de l'incertitude, sur la question du choix, sur la question du manque de ressources que vous avez évoqué, etc. Donc, et c'est ça qui est intéressant, c'est que si on commence à comprendre qu'il y a un certain nombre de questionnements qui sont pas banlieue spécifiques, mais qui sont parfois générationnels, parfois liés à certaines configurations qui peuvent se ressembler. Là déjà, on avance beaucoup, à la fois dans la compréhension concrète des problèmes, mais aussi sur ces questions d'identité, d'une certaine manière, qui jouent là-dessus. Donc, pour un certain nombre d'aspects, oui, et je suis très content qu'on puisse le retenir, parce que c'est fondamental de sortir de ces schémas-là. Et en même temps, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'il y a certaines configurations, certaines choses qui sont
plus spécifiques à la banlieue ou aux zones rurales sur certains aspects. Je pense que, par exemple, la prégnance collective de la religion musulmane, par exemple, elle joue pas de la même façon à La Courneuve, à Aubervilliers, que dans d'autres endroits. Il y a ça, mais il y a aussi d'autres éléments sur aussi le stigma territorial. Je pense qu'il y a ce sont deux formes de stigmas territoriaux assez différents. Il y a un stigmate, quand tu viens de la campagne, t'es un plouc, quand tu viens de la banlieue, t'es un sauvage. C'est pas tout à fait pareil voilà, donc oui et non, mais c'est intéressant d'insister sur le oui pour le coup. Oui, moi, pour faire écho à la question qui a été posée, je suis étonnée de ne pas avoir... Je ne crois pas que vous ayez prononcé un mot que je m'attendais à trouver dans votre exposé. C'est le terme de réseau. C'est qu'il y a quand même, me semble-t-il, eu pas mal d'études qui ont été menées, alors que ce soit en lien à l'emploi notamment, mais aussi à l'éducation, à l'enseignement supérieur, et qui peut-être fait aussi et la différence et certains points de rapprochement entre des jeunes de milieux ruraux et des jeunes de banlieue, c'est l'absence de réseau et qui, je pense, est cruellement vécu, notamment dans l'enseignement supérieur, et pour lequel le fait de trouver sa place est peut-être d'autant plus compliqué. Oui, tout à fait. Alors, sachant que cette question-là, elle est évidemment centrale. Alors, je dirais qu'en gros... et c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure avec les particularités historiques. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cadre du lycée, il y a quand même un mini-réseau qui est assez problématique. Alors, il y a au lycée, mais il y a aussi le en dehors du lycée. C'est-à-dire que ce que j'appelle les fratries de défricheurs, c'est pas rien. C'est-à-dire que le fait que dans le quartier, tu peux connaître quelqu'un qui est passé par telle fac ou tel, et il y en a, ils sont là. Ça fait que quand même une sorte alors par exemple dans la question de l'orientation, une certaine forme de réflexivité. Alors elle est socialement située, parce que c'est plutôt des réseaux entre semblables sociaux, mais qui a des effets. C'est-à-dire que par exemple, on peut pas dire dans l'orientation, si on regarde l'orientation APB des élèves, etc., que en gros, les jeunes n'ont aucune idée de l'enseignement supérieur. Ils ont une idée très floue, mais aussi comme beaucoup d'élèves de catégorie supérieure. Enfin, je veux dire, l'orientation la plus modale pour un élève de classe supérieure pour gérer la question de l'incertitude après le bac, c'est la classe prépa. Tu fais une classe prépa, tu fais encore plein de... Mais ça ne veut pas dire que tu connais nécessairement mieux en tant qu'élève le système. Mais je dirais tout ça, ça a des effets sur les subjectivités. Et notamment un truc qui est très très clair, c'est le refus de la fac. C'est-à-dire que en fait, les élèves qui choisissent la fac, ils sont extrêmement minoritaires parce que les défricheurs, en gros, leur disent ne va pas à la fac, et c'est le message principal. Donc là aussi, tu vois, il se passe des choses. Et puis après, évidemment, j'aurais pas le temps de développer, ce serait long, mais la relation prof-élève, parce que les profs, ce sont aussi en banlieue des gens qui ne sont pas, quand c'est des profs qui travaillent en banlieue mais qui ne viennent pas de banlieue, donc c'est aussi alors ça pose tout un tas de problèmes. Beaucoup de problèmes, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont implicites, mais ce sont aussi des portes, en fait, de certaines portes d'ouverture par rapport à cette question du réseau. Et puis après, toute la question centrale et principale au sein de l'université, c'est comment on va pouvoir à la fois se créer un réseau, mobiliser un réseau, et avec des choses qui sont complètement très différentes, c'est-à-dire et qui dépendent aussi même des structures internes de réseau des différentes formes d'études supérieures. C'est-à-dire que, par exemple, le réseau tel qu'il se construit à Sciences Po ou dans les écoles de commerce, c'est pas le même type de lien, c'est pas le même type de constitution. Et d'une certaine manière, c'est plus facile pour les jeunes banlieusards de maximiser le réseau Sciences Po que de maximiser le réseau des écoles de commerce, etc. Pour des raisons sociales aussi. Donc il y a tout ça qui joue. Et puis, j'ai pas trop donné de chair, mais je vais en donner parce que c'est une question intéressante qui est posée. Et puis ça permet aussi de montrer à quoi peuvent servir alors de manière complètement détournée parfois les sciences sociales. Mais sur la question du réseau, alors j'ai bien enquêté
Puis en plus, c'est un petit premium, c'est pas dans le bouquin. Donc un enquêté qui se souvenait des cours que je faisais avec lui. Et j'avais fait des cours sur les réseaux et la force des liens faibles, etc. Alors, je sais pas si ça vous dit quelque chose. La force des liens faibles, c'est l'idée de dire que, en gros, sur le marché du travail, vous allez mieux bénéficier d'un contact avec quelqu'un que vous connaissez pas trop bien, parce qu'il va vous amener vers un autre réseau, quoi, en gros. Et puis je croise un des enquêtés, anciens élèves, donc ils vendent des vacances sur le campus, donc les voyages pas chers, tout frais payé pour les étudiants. Et puis il n'est pas idiot, il sait quand même que les étudiants qui achètent ce type de vacances, bon, tous les étudiants sont fauchés, mais ils sont pas fauchés de la même façon. Et c'est plutôt des étudiants qui viennent d'un milieu un petit peu plus élevé que le sien, quoi. Et puis on discute, etc. Et puis il me dit, ouais, j'adore ce boulot de vendre des vacances, etc. Alors, je suis un petit peu surpris, ouais, pourquoi Mustapha, pourquoi t'as... Il dit, mais c'est génial, parce qu'en fait, à chaque fois que je vends des vacances, alors moi, je me fais mon listing, je prends les contacts, je prends les mails, etc. Et je dis, monsieur, à force des liens faibles, je suis en train de me créer un réseau avec ce boulot, et puis après, je contacte, puis après, on a 2-3 business, et puis ils vendent ces trucs, et donc, voilà, mais les jeunes en sont extrêmement conscients de ça, tout ça pour dire ça. On a le temps encore peut-être pour une question. Moi, je voulais revenir sur la fac. Là, c'est sans doute un effet de la présentation rapide et du coup forcément un peu hachée entre les 3 voies d'enseignement supérieur. Je trouve qu'un intérêt de suivre des trajectoires aussi comme ça dans le temps, c'est de voir les passages d'un espace à l'autre de l'enseignement supérieur. Et pour enseigner juste de l'autre côté de la rue, mais j'allais presque dire de l'autre côté du périph', en AES principalement à Rennes 2, on voit aussi qu'en première année, beaucoup de jeunes sont là parce qu'ils n'ont pas eu accès au STS ou aux IUT. Quand on évalue des dossiers pour entrer en 2e ou 3e année, c'est souvent des jeunes qui ont fait des BTS ou des DUT avant. Donc voilà, une invitation à travailler un peu sur le fait que ces voies ne sont pas complètement étanches non plus, qui plus est quand on les assimile, quand on les analyse dans la durée. Ouais, en fait, je suis complètement d'accord. Et en fait, là, en fait, dans le bouquin, on voit ces transferts, mais en gros, qui à la fois existent, mais existent plutôt dans certains sens que dans d'autres. En fait, c'est-à-dire que, en gros, quand on commence à la fac, on est quand même, on reste vite pris par la fac et c'est plus difficile d'en sortir. Et les transferts sont pas toujours égaux. Mais cette question des transferts, elle est fondamentale. Elle est aussi fondamentale par rapport au rapport public-privé, parce que quand on commence à penser ces transferts d'étudiants, on voit aussi à quel point le privé ne serait pas aussi performant s'il n'y avait pas le public. Voilà. Et ça, c'est une question politique. En fait, je voudrais souligner en fait un biais possible, c'est de considérer que la population de banlieue serait une population homogène. C'est vrai que la banlieue brasse des origines migratoires très différentes et dont des migrations aux origines sociales très différentes dans leur pays d'origine. Je pense notamment par exemple aux familles bourgeoises du Maghreb qui se retrouvent par déclassement social, culturel, économique mélangés à d'autres populations de leur même pays d'origine qui eux vivent dans une pauvreté plus importante. Donc j'aimerais savoir si vous avez sondé ces jeunes qui ont réussi par cette voie royale sur les origines, l'appartenance sociale de leur famille dans leur pays d'origine. Voilà. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de hasard, en fait, et ça, c'est l'intérêt de passer par les trajectoires, parce que de passer par les trajectoires, on peut voir aussi casser, en fait. C'est pour ça que je parle de conditions. La condition, c'est quelque chose qu'on reçoit collectivement, mais qui est digéré de manière très différente en fonction de ces différences. Et là, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que et ça invite aussi à repenser l'efficacité de toutes les filières et les politiques d'ouverture sociale. Parce que, en gros, majoritairement, on capte ces filières-là et ces dispositifs-là, captent quand même parmi cette population banlieusarde, etc., des gens qui ont des petits atouts. Par exemple, deux cas qui sont développés longuement dans le livre. L'exemple de Soraya, qui, elle, fait une prépa privée à la Cato et qui vise une école de journalisme. À la fois, alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle vit toutes les légitimités, elle vient d'Aubervilliers, les musulmanes, etc. Enfin, son père, il dirige un grand groupe de presse au Sénégal. Elle a été envoyée en France pour faire des études dans un appartement. Alors, certes, à Aubervilliers, mais le père est propriétaire, etc. Et d'ailleurs, ça va lui poser un problème. C'est-à-dire que le problème, qu'elle a, c'est que, à la fois, quand elle est à la Cato, elle vit cette condition de manière très très dure et elle doit se révéler en tant que musulmane, banlieusarde, et c'est comme ça qu'elle va trouver sa place
par retournement du stigmate, et en même temps, plus elle retourne le stigmate, plus aussi elle se rend compte que la plupart de ses copains banlieusards commencent à se séparer un petit peu d'elle, parce que c'est aussi un peu une bourgeoise. Pareil, Sarah, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est rentrée à Sciences Po, à la fois, donc, elle voit pas son père, mais son père est en Algérie, il est comptable, etc. Donc certes, elle le voit pas, mais il y a quand même toute une histoire par rapport aux études dans sa famille. En même temps, sa mère est ouvrière, etc. Donc c'est de croiser ça, et je suis tout à fait d'accord, il faut souligner ça, parce que ça pose aussi des questions sur comment on appréhende les classes populaires, qui sont des classes extrêmement fragmentées. Et de fait, ces micro-différences sur les trajectoires, sur le temps long, elles produisent des différences parfois phénoménales.